Michel Fouché, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe et diplomate. Vous êtes aussi un spécialiste des frontières. Vous avez publié en 2016 un ouvrage qui s'appelle « Le retour des frontières » et vous publiez dans quelques jours votre nouveau livre qui s'appelle « Vers un monde néo-national ». Alors, Michel Fouché, dialogue avec Bertrand Badi. Oui. Un dialogue avec Bertrand Badi. Au moment de la chute du mur de Berlin, on annonçait un monde sans frontières, un monde complètement ouvert. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, on ne parle que de fermeture des frontières. Michel Fouché, que s'est-il passé ? D'abord, les frontières n'ont jamais disparu. Elles sont devenues moins visibles, en tout cas dans l'espace européen, parce que dans le reste du monde, dans 150 pays au moins, il faut des visas pour pouvoir venir en Europe. Un projet de paix vise à transformer d'anciennes lignes de front en paisibles frontières. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant des siècles, ça a été la Manche et puis le Rhin. On est sorti, ou les Pyrénées, ou les Alpes. On est sorti de tout ça et c'est une bonne chose. Simplement, en ayant un projet de paix, on oublie parfois les intérêts au profit des valeurs et on oublie la puissance. Et on ne vit pas dans un monde isolé. Le retour des frontières, c'est lié aussi au fait que, je dirais, l'homme ne vit pas seulement de pain. On a eu une hégémonie depuis 20 ans d'une vision strictement économique et financière du monde, dont l'objectif était en effet de vendre dans le monde entier des produits standardisés. C'est ça la globalisation. Mais on a besoin de symboles, on voit très bien dans les débats, on a besoin de marqueurs identitaires. Et la frontière marque la limite, même si elle est peu visible, entre le dedans et le dehors. Et dans le cas concret de l'Union européenne, comment peut-on avoir à Bruxelles une politique extérieure si on ne sait pas où commence l'extérieur? On ne sait pas aujourd'hui où commence l'extérieur. Mais est-ce qu'on peut dater ce retour des frontières? Enfin, en tout cas... C'est une nouvelle visibilité, c'est lié évidemment aux menaces extérieures, puisque la frontière est un lieu de contrôle, même si elle est ouverte. La bonne frontière, c'est la frontière ouverte, perméable, filtre, interface, ressources, mais contrôlée. Et on s'est rendu compte que les frontières extérieures de l'Union européenne étaient à l'abandon. Et l'État qui a le plus de problèmes, la Grèce, a la pire des frontières, à la fois en termes de configuration géographique, physique, classique, des îles, etc., et en termes géopolitiques, puisqu'il n'y a aucune coopération avec la Turquie entre ces deux pays. Donc on s'est rendu compte qu'on devait prendre au sérieux la question du contrôle des frontières extérieures de l'Europe, ce qui amène à modifier le projet européen, c'est-à-dire à définir où sont les frontières extérieures. Et je dirais que ce qui se passe en Russie comme ce qui se passe en Turquie nous conduit plus rapidement à envisager cette détermination des limites de l'Union européenne. Alors, la question des frontières s'est imposée dans la campagne électorale. Écoutons, si vous le voulez bien, ce qu'en disent 3 des 4 grands candidats. Est appelé à bâtir une nouvelle union de la sécurité. Et pour répondre à ce défi, il faut d'abord profondément réorganiser Schengen. C'est une illusion, mes amis, de dire que Schengen est indispensable à la circulation des honnêtes gens. Je propose d'investir davantage sur la protection des frontières européennes, avec des vrais gardes-frontières, ce que nous pouvons faire, mais nous ne faisons pas aujourd'hui. Et ce sont d'abord les criminels qui profitent de l'ouverture totale et incontrôlée des frontières. J'entendais encore ce matin Madame Le Pen dire qu'il faut contrôler nos frontières. Je pense qu'elle est mal informée. On a des frontières, les frontières de Schengen. Moi, je préfère et je veux qu'on les contrôle encore davantage. Nous avons besoin d'un nouveau Schengen, avec un vrai corps de gardes-frontières et des gardes-côtes pour venir en aide aux pays dont les frontières maritimes sont prises d'assaut. Alors Michel Fouché, comment fait-on pour retrouver le contrôle des frontières? Faut-il réformer Schengen, améliorer Schengen, annuler Schengen? Je crois qu'on confond deux choses depuis le début. Les accords de Schengen, charmante bourgade viticole entre le Luxembourg, donc le Benelux, la France et l'Allemagne sur la Moselle. C'est un accord qui a été pris un peu en catimini en 1985 à la demande des Allemands, parce que les camionneurs allemands en avaient assez d'être arrêtés pour aller charger des marchandises ou décharger dans le port de Rotterdam. Il y avait une pression très forte. C'est un accord de libre circulation, je dirais d'abord des marchandises. Et la dimension externe n'a jamais été sérieusement prise en compte.
Donc quand on passe de l'espace Schengen, c'est un espace de libre circulation intérieure. La question de la surveillance des frontières extérieures, je dirais, c'est autre chose. Même si c'était une note de bas de page dans l'accord de Schengen, dans la Convention de 1995. Et ça, on ne l'a jamais prise au sérieux. Et l'une des raisons, encore une fois, c'est que d'abord, il n'y avait pas de menace centrale, et deuxièmement, on s'est toujours refusé, parce que c'est un sujet qui divise les Européens, on s'est toujours refusé à mettre un terme, dans tous les sens du terme, au processus d'élargissement. Le temps est venu, aujourd'hui, de stopper ce processus. Dans le cas des Balkans, un statut d'État associé. Pour l'Ukraine, un statut de neutralité stratégique et un statut sur mesure. Tant qu'on n'a pas fixé les limites extérieures de l'Union européenne, on ne peut pas avoir de politique frontalière. Alors maintenant, en effet, il y a des gardes-frontières, des gardes-côtes qui viennent en appui avec un budget plus important des pays les plus faibles, c'est-à-dire encore une fois la Grèce et d'une certaine façon l'Italie pour la limite maritime. Au-delà de ça, je crois qu'on est obligé dans l'Union européenne aujourd'hui de travailler ensemble sur des questions géopolitiques qui ont été pendant trop longtemps impensées. Donc la décision a été prise extrêmement rapidement compte tenu de l'ampleur des menaces et des défis. Alors on voit aujourd'hui se multiplier la création de murs, ou en tout cas la menace de construction des murs un peu partout, en Hongrie, aux États-Unis. Alors ma question à deux tiroirs. La première, c'est est-ce que finalement les frontières conventionnelles sont devenues complètement obsolètes? Et la deuxième question, c'est est-ce que le fait de construire des murs, est-ce que ça marche? Alors, non, la plupart du temps, il ne s'agit pas de murs, il s'agit de clôtures, de barbelés, ou dans le meilleur des cas, pour les pays riches, des clôtures électroniques. Ça marche politiquement parce que ça permet au capital. Parce que les frontières sont toujours dans les zones périphériques. Ça permet au capital, au centre, de montrer que les responsables gouvernementaux sont en charge. La frontière est une scène. Est-ce que ça marche? Oui, ça complique la vie des migrants illégaux. Donc ils trouvent des voies de contournement. L'histoire des frontières, c'est l'histoire de leur contournement. Dans le cas du Mexique, il y a déjà le tiers de la frontière qui est clôturé. Le président a obtenu des budgets pour continuer une autre tranche qui va être faite en dur, avec un mur plus haut et des dispositifs électroniques. Mais enfin, c'est assez contradictoire parce que vous avez une trentaine de villes jumelles de part et d'autre de la frontière. C'est une région qui est une ressource. Pour les frontaliers, il y a plus de 30 millions de personnes qui vivent de ça, et c'est la frontière la plus traversée légalement du monde, y compris en termes de marchandises. C'est 1,5 milliard d'échanges par jour, puisque les deux économies sont complètement intégrées. Et donc, mais c'est un signal politique qui a été donné. La question centrale pour les États-Unis, c'est la régularisation des 11 millions de sans-papiers. Alors, toujours au moment de la chute du mur de Berlin, l'ouverture des frontières signifiait aussi... parlait aussi de l'illusion des pays d'Europe de l'Ouest et des pays occidentaux de promouvoir leurs valeurs, les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. L'ouverture des frontières, c'était aussi ça. Aujourd'hui, on est à une période où on a l'impression qu'on refait le lien entre la frontière et la religion. Est-ce que c'est bien ça? Ah, ça c'est tout à fait central comme question. Les frontières modernes, linéaires, de type européen, sont issues, en gros, de la guerre de 30 ans, qui est une guerre de religion, qui se combine avec des guerres internes, notamment dans le cas de la France. Et les traités de Münster, dits traités de Westphalie, au fond, vont en quelque sorte essayer de pacifier la question religieuse. On sépare Dieu et César, définitivement. Chaque prince choisit la religion de ses sujets et il n'y a pas d'ingérence dans les affaires de l'autre. C'est ça la frontière moderne, c'est le respect de la souveraineté, c'est la naissance de l'État-nation normal. Et les guerres religieuses vont se terminer et vont se transformer en guerres interétatiques. Ce qui est tout à fait extraordinaire aujourd'hui, en 2017, c'est que dans ce monde occidental défrontiérisé pour faciliter la circulation des biens, des personnes, des capitaux, bien entendu des idées, car il peut y avoir de la censure, ceux qui prônent le retour du religieux pour surplomber le politique, c'est-à-dire les islamistes radicaux de tous bords, utilisent
la possibilité de libre circulation des pays occidentaux. Il y a là une contradiction. Alors, c'est tragique parce que ça fait des victimes et ça produit des menaces. C'est intéressant en termes de réflexion. On a besoin d'une limite entre le dedans et le dehors, qui est en quelque sorte l'incarnation de la division entre l'ici-bas et l'au-delà, comme dit François Saint-Bonnet. C'est, au fond, en Occident, on a séparé Dieu et César. Après beaucoup de luttes, après des décennies de lutte pour les guerres de religion, après les croisades, les contre-croisades, mais c'est une victoire. C'est ce qui caractérise en tout cas les pays européens, même les plus religieux. Il y a une séparation des deux domaines. Donc la frontière a cette fonction symbolique. Nous avons besoin de symboles, nous avons besoin de marqueurs, nous avons besoin de faire la distinction entre nous et les autres, sans mépris pour les autres, entre le dedans et le dehors, ou comme disaient les Grecs, entre Hestia et Hermès. Alors, cette contradiction, Michel Fouché, c'est que d'un côté, l'Europe demande à nouveau des frontières, et d'un autre, une organisation comme Daesh abolit les frontières. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir les frontières, la ligne Sykes-Picot, du nom de ces accords secrets qui avaient été pris entre la France et la Grande-Bretagne et qui ont abouti à un partage d'influence du Moyen-Orient entre ces deux puissances coloniales. Oui, c'est une bonne question. On a beaucoup prêté à Sykes-Picot les accords secrets de 1916 qui n'ont jamais été appliqués. Parce qu'après il y a d'autres traités, ça se termine à San Remo. Les Turcs n'ont pas laissé faire. J'ai calculé en détail, Sykes-Picot, c'est 5% de l'ensemble des frontières, c'est essentiellement Jordanie-Syrie et la moitié de la frontière entre la Syrie et l'Irak, puisque l'autre moitié a été modifiée, Clémenceau ayant abandonné à Lloyd George tout le district de Mossoul. Donc, pour ça que vous avez ce tracé rectiligne. Alors, le symbole, évidemment, c'est cette vidéo d'un daéchite d'origine chilienne, d'ailleurs, qui foule aux pieds les panneaux frontaliers entre la Syrie et l'Irak. C'est bien ça. Le règne de Dieu est sans frontières. La seule frontière de Daesh, c'est la ligne de front entre le Dar et l'islam, le monde de l'islam, et le monde des mécréants, Dar el Koufar. Donc c'est la guerre. C'est la guerre. On retourne à cette idée de ligne de front. Jeanne d'Arc, 1429, mystère d'Orléans, et bien tard que soit demain pour aller voir l'anglais en frontière, c'est-à-dire la frontière au sens de la ligne de front, la ligne d'attaque. Heureusement en Europe, depuis 1945, nos frontières ne sont plus des lignes de front. Mais nous avons à affronter, que ce soit au Sahel ou au Moyen-Orient, des adversaires. Comme le dit le ministre français de la Défense, nous avons des ennemis. Donc on a besoin de lignes de défense. En un mot, ce nouveau débat autour des frontières et ce retour des frontières en Europe, est-ce qu'il signifie que la Turquie est définitivement hors de l'Union européenne? Je crois que la Turquie s'est mise elle-même hors de l'Union européenne. Je pense que l'adhésion de la Turquie n'aurait jamais été validée par les opinions publiques des pays où les référendums sont obligatoires. Je pense que nous avons besoin d'une politique turque, comme nous avons besoin de rebâtir une politique russe et comme nous avions autrefois une politique africaine ou une politique arabe. C'est-à-dire, avec la Turquie, on a une interdépendance extrêmement importante, une union douanière, des échanges importants, des diasporas dont on découvre l'importance à l'occasion de la campagne référendaire ou plébiscitaire plutôt, un statut sur mesure en fonction des intérêts des uns et des autres. Il faut faire la même chose avec l'Ukraine. Il faut sortir du tout ou rien de l'adhésion. Il faut que l'Union européenne ait un extérieur pour avoir une politique extérieure. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Fouché, d'être venu aujourd'hui au Talk stratégique du Figaro. Merci. Merci.